à toutes et tous, aujourd'hui l'équipe podcast de Je Science donc je suis vous propose un épisode spécial avec plusieurs étudiants et étudiantes de Sorbonne Université qui vont nous présenter leur projet dans le cadre du concours iGEM. Ils vont nous en dire un peu plus sur ce concours dans quelques minutes, mais tout d'abord je vais les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans et je suis étudiante dans le master biologie moléculaire et cellulaire à Sorbonne Université. Bonjour, Théo, 24 ans, étudiant au master BMC, donc biologie moléculaire et cellulaire, à Sorbonne Université. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis étudiante au Muséum d'Histoire Naturelle au sein du master Environnement Santé et j'ai 22 ans. Merci à vous trois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le concours iGEM auquel vous êtes en train de participer ? Alors iGEM, c'est un concours de biologie synthétique qui est organisé par le MIT depuis 2003 et c'est la 6e année consécutive où Sorbonne participe. Et donc c'est un concours où pendant un an, on a des équipes universitaires et lycéennes du monde entier qui vont venir monter un projet, donc du financement, de la conceptualisation, des expériences, mais aussi avec la communication scientifique qui va autour du projet et qui va venir le défendre lors du Giant Jamboree qui a lieu au mois de novembre. T'as parlé de biologie synthétique à un moment, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est ? Alors la biologie synthétique, ce sont des techniques qui visent à modifier le génome des organismes à des buts de bioproduction ou à des buts de recherche fondamentale. Donc ce sont des techniques qui s'inspirent de l'ingénierie. Donc le but c'est la standardisation du vivant en vue de recréer des systèmes biologiques synthétiques. T'as parlé de bioproduction, c'est quoi ? Bioproduction, c'est la production via des organismes vivants. Donc, par exemple, par des bactéries, ça se fait déjà depuis assez longtemps. La production d'insuline, par exemple, on peut la produire à partir de bactéries. Donc, on modifie ces bactéries en insérant le gène de production de l'insuline afin de la produire. Et après, on extrait donc cette insuline pour des buts commerciaux ou thérapeutiques aussi. C'est dangereux de modifier les bactéries ? Ça peut. Faut faire attention. Il y a toute une partie un peu éthique qui va autour de ça, et notamment pour le concours, ils demandent ça fait partie des critères à valider, c'est est-ce que notre projet il est bon et éthique pour le monde, parce qu'effectivement, à partir du moment concrètement, on produit des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés, et effectivement, il peut y avoir des dérives, et on peut avoir des choses un peu malveillantes, mais pas au sein d'IGM en principe en tout cas. Dans notre cas, on va rien faire de dangereux. Non. Du coup, tu parlais de ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet que vous menez pour ce concours ? Alors nous, on a choisi comme modèle un châssis en fait, c'est-à-dire un organisme qu'on va utiliser pour nos expérimentations, qui est Chlamydomonas reinhardti, donc une algue verte. Et cette algue verte, en fait, on la place dans un contexte qui est celui de la recherche spatiale et la conquête en fait de nouveaux espaces dans le cadre de vols longs, donc de longue durée. Donc la question scientifique qu'on s'est posée, c'est si on emmène Chlamydomonas dans l'espace, quel va être l'impact sur son génome ? Et c'est une question qui est importante, notamment dans le cadre des systèmes en boucle. C'est-à-dire que par exemple, si on veut produire de l'oxygène dans l'espace, si on veut des systèmes donc qui soient on va avoir un souci en fait de gestion de la place dans l'espace. En temps normal, on apporte pour des voyages de courte durée des provisions de nourriture, mais également d'oxygène. Et on a besoin de ravitailler, par exemple, la Station spatiale internationale de façon régulière. Sinon, en fait, les astronautes vont se retrouver dépourvus de ce qui est nécessaire à leur survie. Notre idée, c'est de créer un système en boucle avec des microalgues qui vont en quelque sorte mimer la biosphère, les écosystèmes terrestres, en recyclant le dioxyde de carbone en dioxygène. Mais pour cela, il faut que le système soit viable sur la durée. Et en fait, on ne se situe pas dans les mêmes conditions dans le spatial que sur Terre. Notamment parce qu'on n'a pas la même couche de protection des rayons ionisants. Et ces rayons ionisants, donc ces radiations, par exemple les rayons X, les rayons gamma, mais également les UVC qu'on ne retrouve pas sur Terre parce que normalement ils sont filtrés par la couche d'ozone et la magnétosphère, vont se répercuter sur le génome, mais également sur le protéome, ce qui va dégrader en fait le matériel génétique, mais aussi la physiologie des cellules. Et donc nous, pour garantir la photosynthèse, qui est donc la réaction qui permet de convertir le dioxyde de carbone en dioxygène, on doit s'assurer que ce photosystème soit protégé, et pour ça on s'inspire d'un micro-organisme qui est déjà connu comme radiorésistant, qui s'appelle Deinococcus radiodurans.
Une fois que vous aurez construit cet organisme qui fait de la photosynthèse, mais que vous aurez rajouté les éléments qui vont le protéger de tout ce que vous pouvez croiser dans l'espace, vous allez tester les conditions de l'espace, vous allez mettre des rayons X dessus, ou c'est au programme? Ouais, c'est au programme. Alors, les rayons X et les rayons gamma, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les équipements sur place. Donc, on est encore en train de voir si on peut se faire prêter ces équipements dans des instituts voisins. Mais en tout cas, on est sûr qu'on va pouvoir mimer avec les UVC, qui donc sont présents uniquement dans l'espace, grâce à des lampes spéciales. Donc ça, c'est les tests prévus pour le moment. Et j'avais une autre question. T'as parlé de protéome à un moment. Je pense que c'est un mot qui est peut-être pas familier pour les auditeurs et les auditrices. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Le protéome, c'est l'ensemble des protéines qui sont au sein d'un organisme, et donc ça peut aussi être dégradé par les rayonnements UV et puis les rayonnements X et gamma. Et ces protéines sont essentielles parce que c'est ce qui permet en fait toutes les réactions au sein du vivant et de faire fonctionner un organisme. En fait, l'ADN serait en quelque sorte une carte, et les protéines seraient les outils et les machines qui permettent de la faire fonctionner. Et alors moi j'ai une question, pourquoi vous avez choisi ce projet en particulier? Pourquoi vous avez choisi d'allier le spatial et la biologie de synthèse? Et plus particulièrement, pourquoi vous avez choisi cet organisme-là? Alors sur le projet, c'est venu du président de l'association, qui dès le début en fait est arrivé avec ce projet-là. Donc on s'est retrouvés au moment où on a monté l'équipe avec plusieurs projets qui venaient de plusieurs personnes. Et en fait c'était suite à des articles qu'il avait lus. Honnêtement, c'est pas une passion ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on a trouvé ça intéressant. En se disant, en plus, c'était hyper ancré dans l'actualité, puisque Thomas Pesquet est parti du coup sur l'ISS il y a quelques mois maintenant. Et donc on aimait bien ce côté-là, c'est de l'exobiologie, ça fait rêver, et on trouvait que c'était hyper challengeant. Et en fait, plus on s'est avancé dans la recherche sur ce projet, plus ça a été challengeant et intéressant comme sujet. Il y a eu des moments de doute aussi sur le sujet, des grands moments de doute. Ouais, ça a failli pas être notre sujet à plusieurs reprises parce que on s'est beaucoup confrontés, enfin surtout Maya et Théo avec le reste de l'équipe biologie sont beaucoup confrontés à des problèmes dans la bibliographie, être sûr est-ce que c'est faisable, est-ce que ça a du sens de faire ça, est-ce que vraiment on apporte quelque chose de nouveau sur la table, ou alors parce qu'on voulait pas faire de la biologie pour faire de la biologie, il faut que c'est un sens et que ça apporte quelque chose aux connaissances qui existent déjà. Et par rapport à l'organisme modèle qu'on utilise, donc Chlamydomonas renarti, il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est l'organisme sur lequel travaille le laboratoire qui nous accueille. Donc on a déjà des très bons outils pour la biologie synthétique qu'on peut utiliser sur cette algue. Et en plus, comme avait dit Maya, pour le voyage spatial, c'est très pertinent pour les voyages spatiaux, car on veut créer ces systèmes en boucle dont parlait Maya, qui utilisent en fait des algues pour recycler le CO2 en dioxygène. Et Chlamydomonas est une algue et se prête totalement à cet usage. Elle a également des propriétés filtrantes, donc ça permet un des problèmes également sur la station, dans les voyages spatiaux, c'est l'eau. Et en fait, elle a des propriétés filtrantes qui en plus permettent du coup de recycler les déchets liquides. Et l'objectif final, du coup c'est un projet qui est porté par l'ESA, qui est porté par l'Agence européenne spatiale, ça fait des choses dans le bon sens, l'Agence spatiale européenne. Et l'objectif c'est de pouvoir recycler les déchets liquides pour pouvoir avoir de l'eau et notamment alimenter un petit potager pour finalement alimenter les astronautes au sein de la station et lors des voyages de longue durée. Donc c'est pour ça que c'était hyper pertinent de la choisir elle plus qu'une autre. En plus du fait que ça nous arrangeait un peu d'avoir des spécialistes qui puissent nous aider pour l'expérimentation. Vous avez parlé plusieurs fois de système en boucle, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est? Alors, un système en boucle, c'est généralement un système au sein duquel on va avoir plusieurs compartiments avec plusieurs fonctions, mais que le système va rester fermé, c'est-à-dire qu'il est autosuffisant. On peut avoir par exemple un compartiment avec des microalgues ou des cyanobactéries, comme l'a dit Mathilde, pour filtrer l'eau ou pour convertir du dioxyde de carbone en dioxygène. Mais on peut également avoir des compartiments, par exemple, de production, où on va vraiment avoir comme un mini potager pour produire nos propres aliments et donc nos propres ressources premières. Et on a également du recyclage de déchets, tels que par exemple toutes les matières qui sont produites par les astronautes, que ce soit bien sûr les excréments ou même les plastiques et les déchets qu'ils vont rejeter lors du vol.
Ok, donc une sorte de système de bioréacteur, mais qui serait fermé sur lui-même un peu. C'est ça. Exactement. Ok. Ça s'inspire surtout d'écosystèmes tels que des lacs, où en fait les seuls apports sont l'énergie lumineuse qui sera présente dans l'espace, et tous les composants vont rester en cycle pendant tout au long du voyage spatial. Parce qu'il faut savoir qu'il est interdit par des conventions internationales de rejeter des déchets dans l'espace. On ne peut pas le faire, donc d'où l'utilité de traiter totalement les déchets, vu qu'on ne peut rien ramener et on ne peut rien rejeter. Pour le moment, ils font ça comment dans l'espace? Pour l'instant, on n'a jamais fait de voyages spatiaux avec des humains jusqu'à des planètes éloignées. C'est tout le temps des robots donc, qui ne produisent pas des déchets. Mais pour la station spatiale, il y a un ravitaillement. En fait, on amène les ressources et on redescend les déchets. Vous avez parlé de la viabilité du projet. J'aimerais savoir, pour vous, comment vous avez fait pour savoir que votre projet serait viable? Difficile comme question. Non, mais en fait, c'est plus une question, juste, pour moi, c'était plus une question méthodologique pour expliquer un peu comment vous avez fait, comment vous avez procédé, vos recherches et tout, comment vous êtes dit ce sujet viable, parce que tu as dit que vous avez douté en fait oui. avec d'autres sujets. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus sur ce qui vous a fait douter et du coup, comment vous êtes dit, bon bah, on garde ce sujet, c'est bon. La viabilité du projet, eh bien, le problème était que on a eu beaucoup de problèmes à propos de ce sujet concernant la bibliographie. En fait, la pertinence du projet était sans cesse remise en cause. En fait, un gros problème, c'est que Chlamydomonas est déjà résistante aux radiations cosmiques. Des tests préliminaires ont déjà été effectués en basse orbite et ils montraient qu'elle résistait assez bien à des doses d'UV, de radiation en périphérie de la Terre. Mais le problème est que nos voyages sont beaucoup plus éloignés de l'atmosphère terrestre, ils seront dans l'espace, le vide intersidéral, et donc les doses de radiation seront beaucoup plus importantes que celles rencontrées sur la Station spatiale internationale. Donc recueillir ces données-là, c'était d'abord très difficile, il y a très peu de données parce qu'aucun organisme n'a été envoyé en dehors de la périphérie terrestre, et de l'orbite terrestre, et donc oui, en fait on manquait surtout de données bibliographiques concernant cela. Et l'autre problème, c'était de savoir comment on allait rendre notre algue radiorésistante. C'était très difficile en raison du fait qu'il y a très peu d'organismes de type algue qui sont radiorésistants. Et donc on devait s'inspirer de bactéries, qui sont des organismes très différents des algues, et essayer de puiser des méthodes de résistance qui pouvaient s'appliquer à des organismes bien beaucoup plus différents, tels que des algues. Ce qu'il faut dire, peut-être aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on se situe dans un modèle qui est très particulier, parce que c'est un organisme photosynthétique. Donc il faut vraiment qu'on préserve le photosystème. Donc des solutions qui auraient pu être appliquées à d'autres types d'organismes, par exemple des bactéries, en fait là on ne pouvait pas les appliquer parce que par exemple, si on utilisait des pigments, on détournait certaines voies de synthèse biochimiques, et ça se retrouvait finalement en défaveur de la photosynthèse alors que c'était notre objectif premier. Donc il fallait trouver une solution qui soit simple de mise en œuvre et qui soit pertinente pour préserver les photosystèmes. Et ça c'était assez compliqué dans la recherche bibliographique. Et du coup, comment vous êtes dit que c'était bien viable? Vous avez trouvé finalement des solutions à toutes ces problématiques? Alors ça a été un processus assez long. Petit à petit on s'est écarté des pigments, donc qui était notre première solution, pour aller vers les Ross Scavengers. Donc en fait, quand on est dans des situations de stress, on peut se retrouver avec des espèces qui sont réactives à l'oxygène et qui peuvent se lier à nos protéines, à notre ADN, engendrer des cassures et donc détériorer notre cellule. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser donc des Ross Scavengers qui sont en fait des molécules qui vont attraper ces formes réactives à l'oxygène et en quelque sorte les emprisonner pour empêcher leur action. Et là où cette démarche est assez intéressante, c'est que c'est assez nouveau de se dire tiens, on va avant tout essayer de protéger le protéome, donc que j'ai défini tout à l'heure, donc l'ensemble des protéines, avant de protéger le matériel génétique à proprement parler. Parce qu'avant, le paradigme en quelque sorte, c'était de protéger le matériel génétique parce que ça semblait indispensable. En vérité, les organismes radiorésistants vont d'abord protéger leurs protéines parce que c'est elles qui vont permettre de réparer justement l'ADN et d'assurer en fait la survie de la cellule.
Donc on s'est placé dans cet axe-là, on a commencé à chercher, on a eu beaucoup de déceptions parce que c'était pas assez actif, on était face quand même à des radiations qu'on ne retrouve pas sur Terre, donc la plupart des organismes n'ont pas de solution pour résister à des radiations de ce genre. Et finalement, on a eu de l'aide de la part d'une exobiologiste qui travaille beaucoup en fait sur les organismes radiorésistants, mais sur les extrémophiles, donc tous les organismes qui résistent à des cadres de vie très particuliers et extrêmes, qui s'appelle Adrienne Kish, une scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle, qui nous a apporté en fait son concours et qui nous a axé vers un peptide dont peut-être peut vous parler Théo et qu'on a retenu en fait pour la suite. On a trouvé dans des papiers très intéressants qui étaient publiés par des agences américaines de recherche qui, eux, voulaient mettre au point des systèmes de protection contre des expositions fortes à des radiations nucléaires, dans le cas de guerre ou d'accidents de stations nucléaires ou de choses terribles comme ça. Et ils sont inspirés d'un organisme, l'organisme le plus radiorésistant, donc radiorésistant qui peut résister aux radiations cosmiques ou ionisantes ou radioactives, tout ça c'est la même chose, c'est les mêmes effets. Et cet organisme, qui s'appelle Deinococcus radiodurans, a énormément de stratégies pour combattre les radiations. Il a un génome fragmenté, il produit des antioxydants, il répare son ADN à une vitesse incroyable. De sorte, ils ont broyé cet organisme et ils ont récupéré la partie liquide. Et quand ils injectaient cette partie liquide sur d'autres organismes, ils se rendaient compte que ça conférait une propriété radiorésistante. Et donc ils ont étudié plus en détail cet ultrafiltrat, ce liquide, et ils se sont aperçus que c'était dû à des peptides antioxydants. Parce qu'en fait, comme on avait dit Maya, les ROS, donc ces espèces qui sont produites par les radiations, en fait, ce sont des oxydants. Ils vont oxyder les protéines, ils vont casser les protéines qui ne pourront plus réparer l'ADN, et ainsi de suite, faire beaucoup de dégâts. Donc la solution, ce qu'on s'est proposé aussi par ces papiers, et qu'on s'est dit qu'on allait adapter chez Cléminomenas, c'est de produire des antioxydants. Ces antioxydants, ce sont des petites protéines de quelques acides aminés, donc c'est les éléments constitutifs des protéines, c'est très petit, donc c'est relativement facile à produire. Ces peptides vont complexer, donc vont s'assembler avec du manganèse, c'est un atome, et cela va conférer la radiorésistance aux organismes dont notre algue. Donc vous faites produire le peptide par l'algue pour la protéger. Exactement. Et on ajoute du manganèse. Très important. À un moment, tu as parlé de ROS comme étant donc des ROS comme étant des espèces, mais c'est plutôt dans un contexte chimique. Est-ce que tu peux juste clarifier ce que c'est ? Les ROS, ce sont des espèces réactives à l'oxygène, donc ce sont des oxydants, et on utilise des ROS scavengers, qui sont donc des molécules qui vont permettre de se fixer à ces espèces qui sont donc chimiques, c'est pas des espèces naturelles, et qui vont permettre ainsi de bloquer les réactions en chaîne qu'ils engendrent. Sinon, l'usage le plus simple, pour clarifier, pour que tout le monde comprenne, je pense qu'on peut simplement parler d'oxydants qui sont produits par les radiations cosmiques, et d'antioxydants, donc c'est la molécule qu'on veut produire pour nous débarrasser de ces oxydants, justement. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans le projet ? Vous avez parlé de la bibliographie tout à l'heure, est-ce que vous en avez rencontré d'autres ? On a rencontré d'autres difficultés, qui n'étaient pas forcément au niveau bio, mais qui se sont trouvées sur tout le reste, notamment la cohésion d'équipe. C'est vrai qu'en fait, on a commencé l'équipe officiellement au mois de janvier, donc on ne pouvait pas se voir vraiment. C'était un peu compliqué, donc de créer des liens, ça a été assez compliqué. Et ça a vachement joué sur la motivation, notamment. En fait, une des raisons pour lesquelles on a pris un peu de retard sur le projet sur un point de vue biologique, c'est parce que la motivation, elle n'a pas du tout été au rendez-vous sur les premiers mois, justement parce qu'on n'a pas pu former une vraie équipe au début. Et à partir du moment où on s'est dit, effectivement, il y a des restrictions, mais on va quand même essayer de se voir, ça a déclenché quelque chose d'assez cool, et ça a vraiment remotivé les troupes, et à partir de ce moment-là, on a avancé beaucoup plus vite que ce qu'on avait avancé en 3 mois. Donc ce qui a été assez chouette, et puis on prend de plus en plus de plaisir du coup dans le projet. Et ouais, mais une des principales difficultés, ça a vraiment été ça. Ça a été vraiment de réussir à monter une équipe pendant le Covid, en faisant que des réunions Zoom sans se voir. Et de plus, on peut ajouter aussi que on n'a pas que ça à s'occuper, on est aussi étudiant. Donc on a notre vie étudiante, on a nos études à faire, on a nos stages à effectuer. Donc en fait, on n'a pas énormément de temps non plus pour s'occuper de ce projet, mais
je crois qu'on peut vraiment noter que l'importance de se réunir, l'importance de se voir, l'importance de se parler pour favoriser, pour créer une dynamique de groupe, pour créer une dynamique de recherche. Sinon, sur ordinateur, c'est quand même, c'est vraiment pas simple. Hein. Vous êtes 3 autour de la table, mais dans l'équipe, vous êtes combien? On est 13 officiellement inscrits au concours. Du coup, ce qu'on se disait, c'est que dans une équipe iGEM, on voit qu'il y a énormément de tâches à effectuer. Il y a le côté cohésion d'équipe, il y a le côté manipulation, bibliographie. Comment se constituent vos équipes et comment vous faites pour vous répartir les tâches? Alors, il y a déjà une organisation très administrative, on va dire, où on a 2 team leaders, donc 2 personnes qui vont être en charge de vraiment chapeauter tout le projet. Ensuite, on va avoir un responsable ou 2 responsables par pôle, donc on a 3 pôles. On a le pôle financement, le pôle Human Practices et le pôle bio. Donc Théo qui est là est responsable du pôle bio et moi je suis responsable, donc Mathilde, du pôle Human Practices avec Darine, donc qui est une autre membre de l'équipe. Et d'après ce que j'ai compris, vous avez un encadrement avec des enseignants-chercheurs. Comment ça se passe les liens en fait avec les enseignants-chercheurs? À quel niveau ils vous encadrent? Comment vous organisez Alors on a 3 encadrants qui sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs de Sorbonne Université. Donc on a Frédéric Perronnet qui est en plus vice-doyenne de Sorbonne Université. On a également Marco D'Acosta et Pierre Crozet. Donc Pierre Crozet, c'est lui qui nous accueille dans son laboratoire. C'est lui notre spécialiste de CLAMI qui nous oriente pas mal dans l'élaboration de nos expériences. Tout ça. C'est un encadrement vraiment pour nous guider dans nos recherches. C'est-à-dire vers quel sujet on va, si on a des difficultés, ils sont là pour y répondre. C'est aussi un carnet d'adresses, notamment si on veut pouvoir utiliser des rayons X, des rayons gamma, même faire de la RMN, donc c'est-à-dire venir faire un peu de l'imagerie sur les protéines, c'est très grossier dit comme ça, mais pour venir caractériser les protéines. Donc c'est un carnet d'adresses, et si éventuellement il y a des difficultés humaines, ils sont aussi là pour venir tempérer tout ça, et ça n'a pas été notre cas, on n'a pas eu besoin de les solliciter là-dessus, mais ça a pu être le cas dans d'autres équipes précédemment. Dans le projet, on a parlé de ce qu'il y avait à faire sur la partie biologie, des constructions biologiques à réaliser. Et à l'instant, Mathilde, tu viens de parler des Human Practices. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors les Human Practices, c'est très large. Ça va de toute la partie où on va se poser la question de savoir quel impact va avoir notre projet sur le monde, sur la société. Est-ce qu'il va être bénéfique? Est-ce qu'il répond vraiment à un besoin? Donc ça va être vraiment réfléchir à la pertinence du projet pour la société. Ça va être aussi tout ce qui va être médiation scientifique. Donc on va énormément venir communiquer sur notre projet, donc, comme aujourd'hui lors du podcast, mais également lors de divers événements. Il y a aussi pas mal un volet éducation. On va venir auprès des jeunes pour leur parler de science, pour revaloriser la formation scientifique. Et le dernier volet, c'est les collaborations. Donc un point qui est très important, c'est de collaborer avec les autres équipes iGEM. Donc l'idée en fait c'est d'avoir quelque chose qui ressemble au vrai monde de la recherche où en fait il n'y a aucun chercheur qui est tout seul dans son laboratoire et qui vit sa vie. Tout le monde s'entraide, tout le monde échange. Au niveau des idées c'est beaucoup plus enrichissant et en fait c'est hyper important pour le concours iGEM aussi d'avoir des collaborations pour enrichir un peu son projet. Qu'est-ce qui vous a motivé chacun d'entre vous à vous lancer dans un projet iGEM? Eh bien moi c'est un peu particulier parce que j'étais au Muséum d'Histoire Naturelle, donc on ne m'a pas parlé de manière directe de l'iGEM. C'est parce que j'étais membre en fait d'un petit journal étudiant que je suis allée interviewer une doctorante et qui lors de son interview en fait a décidé de me parler de l'iGEM. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus et de fil en aiguille, voilà, j'ai rejoint l'équipe en janvier. Je pense que Théo, ça va être un peu pareil. Nous, en fait, iGEM, l'équipe s'est constituée vraiment au sein du master BMC, donc biologie moléculaire et cellulaire, dans lequel on fait nos études avec Théo. Et donc tous les ans, l'équipe sortante vient présenter à la rentrée l'équipe. Et moi, personnellement, ça m'a énormément intéressée. Je me suis dit que c'était hyper enrichissant. D'une part, c'est très valorisant sur le CV, parce qu'on fait en 1 an le travail d'une vie d'un chercheur. En gros, c'est-à-dire qu'on est là sur la conceptualisation d'un projet, sur la mise en œuvre au laboratoire, mais également sur la recherche de financement. Et ça, c'est des éléments qui sont intégrants de la vie de chercheur, enfin vraiment partie intégrante de la vie de chercheur, donc c'est hyper intéressant de mettre ça sur son CV d'une manière très triviale, mais c'est hyper intéressant, et en plus humainement ça nous donne l'occasion de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait dans d'autres occasions. Par exemple à la rentrée on va aller faire la fête de la science à la Cité de la Science et de l'Industrie. Je pense que jamais j'aurai l'occasion à un autre moment dans ma vie d'aller venir intervenir dans cet endroit qui a bercé notre enfance.
Mais voilà, ça permet vraiment de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues dans d'autres contextes plus tard dans notre vie de chercheur ou dans notre vie professionnelle d'une manière générale. Il y a aussi l'intérêt pour la biologie synthétique, tout simplement. C'est une compétition en biologie synthétique et c'est effectivement au stade de master pouvoir expérimenter, pouvoir manipuler, pouvoir effectuer des expériences en biologie synthétique, c'est quand même assez hors de portée pour la plupart des étudiants et je pense que tous ici on a voulu aussi saisir cette chance. Et personnellement j'avais quand même repéré depuis longtemps. La GEM c'est une des raisons pour lesquelles j'ai postulé à ce master ici à Sorbonne, parce que quand je regardais un peu bon, est-ce que je vais aller en master, j'ai vu sur le site de la faculté médaille d'or au concours du iGEM en 2019 et je me suis dit mais c'est quand même pas mal donc c'est pas la chose, mais c'est en tout cas motivé mon inscription à la Sorbonne, donc c'est vraiment quelque chose qui je pense qui peut attirer beaucoup de monde. Et puis dans le milieu de la recherche, en fait, c'est très connu iGEM. C'est-à-dire que nous, moi personnellement, avant de le faire, je savais pas que c'était aussi connu. Et même dans les laboratoires pharmaceutiques, en fait, nous, il y a beaucoup de personnes qui étaient iGEM les années précédentes, qui sont rentrées et qui ont pu vraiment montrer on a fait iGEM, et puis en fait, il y a d'autres personnes qui l'avaient fait dans d'autres équipes, etc. Et en fait, ça attire énormément l'attention. Et puis aussi un truc que je voulais rajouter, parce que Théo a raison sur l'aspect biologie synthétique, c'est vrai que c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et des nouvelles compétences et des trucs, encore une fois, qu'on fera pas forcément ensuite, mais que ce soit au niveau de la bio ou au niveau de tout le reste, c'est vraiment hyper enrichissant humainement et sur un point de vue connaissance, on apprend énormément en très peu de temps en fait. Ce qui est vrai aussi, c'est l'aspect aussi créatif. Moi, c'est ça qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir et axer le sujet et on a toute la démarche de création du projet qui est très très intéressante parce que même si on fait un stage qui est très enrichissant, qui est très intéressant, on va être piloté avec notre niveau de compétence actuelle. C'était pas encore possible en dehors de ce cadre-là. Moi, j'avais cette impression-là un petit peu qu'on avait beaucoup de liberté, y compris en sciences où souvent on a l'impression qu'il y a moins de créativité alors que c'est faux. Ça, c'est spécialement dû aussi à la biologie synthétique. Enfin, je mets l'emphase là-dessus sur cette discipline. C'est vraiment la discipline peut-être la plus novatrice du XXIe siècle. Comme la chimie de synthèse a été au XIXe, la biologie moléculaire l'a été au XXe. L'ère de la... On peut quand même dire que le XXIe siècle, ça sera l'ère de la biologie synthétique et ça va potentiellement révolutionner beaucoup de moyens de production, d'acquérir des connaissances dans le monde scientifique. Une dernière question qui va peut-être intéresser les étudiants qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez chacun et chacune nous parler un peu de votre parcours pour arriver là où vous en êtes maintenant? Moi, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai d'abord commencé par faire médecine avant de poursuivre finalement en sciences à Sorbonne Université. Donc, j'ai fait une licence sciences de la vie, qui est une licence assez globale. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses, que ce soit de la chimie, de l'écologie, de la biologie. Et j'ai notamment eu l'occasion de faire des stages qui m'ont vraiment orientée vers la recherche et énormément motivée dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai rejoint le master biologie moléculaire et cellulaire, donc toujours à Sorbonne Université. Je suis très fidèle à ma fac. Et donc l'année prochaine, je rentre dans le master immunologie génétique et cancer. Et donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est poursuivre dans la recherche, et notamment dans la recherche en cancéro et tout ce qui est immunothérapie. Donc c'est-à-dire... les nouvelles thérapies en cancer où on exploite le système immunitaire pour trouver des solutions à cette maladie. Alors, quant à mon parcours, moi aussi j'ai fait un bac S, c'était sur la Côte d'Azur. J'ai aussi fait une année de médecine que j'ai honteusement plantée. Mais non. Je me suis donc redirigé ensuite vers la biologie. Licence sciences de la vie, moi aussi. J'ai fait un peu de tout, de la chimie, de l'écologie, de la biologie végétale, de la biologie animale. C'était super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé la licence en sciences de la vie, c'était à la faculté de Nice. Et ensuite, master. Mais comme je vous ai dit un peu, j'ai regardé un peu les formations qu'ils proposaient de la biologie synthétique. Et la seule qu'ils proposaient en master 1, en France en tout cas, c'était Sorbonne Université, où je me suis dirigé. J'ai aussi effectué quelques stages un peu tout, un peu en chimie, je savais pas trop quoi faire en chimie, en microbiologie, et là cette année, donc j'ai effectué un stage en biologie synthétique. Le stage a lieu dans le laboratoire d'accueil là pour notre compétition, donc c'est vrai que ça aussi c'est pratique.
Et ensuite, je pense me diriger vers un Master 2 en biotechnologie pour quelque chose d'un peu plus professionnalisant. Peut-être ensuite faire une thèse ou aller dans la recherche. Je suis pas très sûr de ce que je vais faire plus tard. Eh bien, moi, je viens du Mans, donc j'ai fait un bac scientifique, pareil. J'étais pas très très bonne à l'époque dans certaines matières scientifiques, mais bon, je me suis accrochée, je me suis dit, bon, ça va le faire si je bosse bien. Et effectivement, c'est allé par la suite. Mais j'avais déjà l'idée à l'époque de faire de la recherche. Et en arrivant en fait à la fac du Mans, j'ai rencontré des super profs, vraiment passionnés en microbiologie et puis en physiologie végétale aussi. Et ça m'a donné vraiment envie de poursuivre en fait en écologie microbienne, donc la science qui étudie en fait les interactions entre les micro-organismes, donc ceux qui ne se voient pas à l'œil nu, et l'environnement ou entre les micro-organismes eux-mêmes ou leurs hôtes, etc. À l'issue de ma licence, j'ai postulé au Muséum d'histoire naturelle qui propose l'une des seules formations en France où on peut étudier en fait l'écologie microbienne et qui est vraiment axée là-dessus. Il y en a d'autres ailleurs, mais c'est l'une des principales. Actuellement, j'étudie donc les relations entre les micro-organismes avec un axe très chimie quand même. Par exemple, cette année, mon stage, c'était le blob, Physarum polycéphalum, et j'étudiais en fait vraiment sa chimie. Et l'année prochaine, je serai plutôt sur l'écologie virale. Super, merci à tous les trois pour votre temps. On va vous souhaiter bonne chance pour le concours, évidemment. Et on va remercier également Sorbonne Université qui nous a permis d'utiliser le studio d'enregistrement. Et merci à Cédric de Sorbonne Université qui nous a accompagnés dans la réalisation de nos épisodes. Et merci à Sophia, présidente de Je Science Donc Je Suis, que vous avez pu entendre pour la première fois dans un de nos podcasts et qui a accepté de m'accompagner pour l'interview.